Je ne pouvais pas respirer. Les ambulanciers ont vérifié ma respiration. L'un d'eux a dit, elle a besoin d'oxygène. Ma mère a fait un pas en avant. Elle a dit, laissez-la. Elle va bien. L'ambulancier a hésité. Je suis restée assise là, essayant simplement de respirer. Puis le capitaine des pompiers s'est approché. Il m'a regardé, et son visage a soudainement changé. Je m'appelle Librox. J'avais 32 ans et je travaillais comme analyste en conformité des subventions, un travail fondé sur une règle simple, si quelque chose d'important se produisait, il devait y en avoir une trace précise. Ce soir-là, j'étais la personne que tout le monde essayait d'effacer des dossiers. Je me suis assise sur le sol du centre communautaire d'East Harbor, le dos contre un mur froid, luttant pour aspirer suffisamment d'air pour parler. Le dîner des fondateurs se déroulait toujours autour de moi. Les donateurs se tenaient près de tables recouvertes de nappes blanches. Des bénévoles chuchotaient à côté du bureau d'inscription. Quelque part derrière les portes de la cuisine, une alarme continuait de résonner. Une paramédic nommée Alina Ruiz s'est accroupie à côté de moi. « Lee, regarde-moi. » J'ai essayé. Elle a vérifié ma respiration pendant qu'un autre secouriste ouvrait un sac médical. Leur voix restait maîtrisée, mais leur mouvement devenait plus rapide. « Elle a besoin d'oxygène, » a dit Alina. Cela aurait dû mettre fin à la discussion. Au lieu de cela, ma mère s'est interposée entre nous. « Laissez-la. » Denise Brox a dit que j'allais bien. Alina a levé les yeux. « Madame, vous devez vous pousser. » Cela arrive quand elle s'énerve, a continué ma mère. Donnez-lui une minute et elle va s'arrêter. Je voulais dire à Alina que ma mère se trompait. Mais je n'arrivais pas à mettre assez d'air derrière mes mots. Et sous la peur, quelque chose de plus ancien se produisait en moi. Je commençais à me demander si ma mère n'avait pas raison. C'était ce à quoi Denise m'avait entraîné. Chaque fois que ma respiration devenait difficile, elle appelait cela « les nerfs ». Chaque fois que je demandais de l'aide, elle me rappelait que les autres avaient de vraies urgences. Même à 32 ans, avec mon propre appartement, ma propre carrière et des années de dossiers médicaux, une seule phrase de sa part pouvait encore me faire douter de ce que mon corps me disait. Alina a de nouveau attrapé le matériel d'oxygène. Ma mère lui a pris le bras, pas violemment, mais fermement pour stopper le mouvement. J'ai dit qu'elle n'en avait pas besoin. C'est alors que le capitaine des pompiers Marcus Hale s'est approché. Il se tenait près de l'entrée de la cuisine et parlait avec un autre pompier. Jusqu'alors, je supposais qu'il s'occupait de ce qui avait déclenché l'alarme, mais il s'est arrêté lorsqu'il a vu la paramédic bloquée devant moi. Il a d'abord regardé ma mère, puis il m'a regardé. Son expression a changé. Il s'est accroupi, m'a demandé si je pouvais le comprendre et a attendu que je hoche la tête. Il m'a regardé tenter de répondre à une autre question et échouer à mi-chemin. Puis il s'est levé et s'est tourné vers Denise. « Madame, écartez-vous. » Ma mère l'a fixé comme si personne ne lui avait jamais parlé sur ce ton. C'est ma fille et elle est une adulte qui reçoit des soins médicaux. Pour la première fois cette nuit-là, quelqu'un avait séparé le fait d'être ma mère du fait d'avoir une autorité sur moi. Denise a bougé, mais elle ne semblait pas avoir peur pour moi. Elle avait l'air en colère. Alors qu'Alina me plaçait le masque à oxygène sur le visage, ma mère a jeté un coup d'œil par-dessus nous vers les membres du conseil d'administration rassemblés près des portes de la salle à manger. Puis elle a regardé vers le couloir menant à son bureau fermé à clé. Sur le moment, j'ai pensé qu'elle était embarrassée parce que son important dîner avait été interrompu. Je me trompais. Il y avait quelque chose à l'intérieur de ce bâtiment qu'elle devait garder caché, quelque chose portant sa signature, et avant la fin de la semaine, elle me demanderait de coucher un mensonge par écrit pour que personne ne le découvre. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est à quel point j'ai failli accepter. Avant d'expliquer pourquoi ma mère avait besoin que tout le monde croie que cette urgence n'était rien, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et aimez la vidéo. Cela aide plus de personnes à rejoindre cette communauté et à trouver des histoires sur ce qui se passe quand quelqu'un refuse enfin de laisser une autre personne réécrire la vérité. Pour comprendre pourquoi ma mère pensait pouvoir parler en mon nom et pourquoi j'ai failli la laisser faire, il faut remonter au matin du dîner des fondateurs. Ce vendredi a commencé par un tableur. J'étais à mon bureau en train de revoir les rapports trimestriels de subvention lorsque Denise a appelé pour la 3e fois avant 9 heures. J'ai regardé son nom clignoter sur mon téléphone et je savais déjà ce dont elle avait besoin.
Ma mère m'appelait rarement pour demander comment j'allais. Elle appelait quand quelque chose allait mal et elle s'attendait à ce que je le règle discrètement. Le centre communautaire d'East Harbor était l'œuvre de sa vie. Elle le dirigeait depuis près de 17 ans, l'ayant transformé, d'un bâtiment de quartier négligé, en une organisation à but non lucratif respectée avec des programmes périscolaires, des repas pour seniors, des ateliers de formation professionnelle et un budget d'exploitation annuel suffisamment important pour attirer une attention sérieuse. En public, Denise était patiente, généreuse et infatigable. En privé, elle pensait que chaque problème devenait dangereux à partir du moment où quelqu'un d'autre pouvait le voir. Quand j'ai répondu, elle m'a dit que les chiffres d'inscription des donateurs ne correspondaient pas à la liste des placements. Maya, ma sœur cadette et coordinatrice des événements du centre, était soi-disant débordée. Denise avait besoin que j'arrive tôt. Je lui ai rappelé que je ne travaillais pas pour le centre. Elle m'a rappelé que la famille ne comptait pas les points. C'est ainsi que se terminaient la plupart de nos conversations. À midi, j'avais réorganisé ma charge de travail, informé mon superviseur que je devais partir tôt et promis de ne rester au centre que le temps nécessaire pour corriger les dossiers. Avant de quitter mon appartement, j'ai vérifié mon sac à main 2 fois. Portefeuille, téléphone, clé, médicaments. Mon inhalateur était à l'intérieur du compartiment avant où je le gardais toujours. Je m'en souvenais parce que j'y avais touché avant de fermer la fermeture éclair. Le centre communautaire était déjà bondé à mon arrival. Des fleuristes apportaient des arrangements floraux par les portes d'entrée. Des bénévoles disposaient des programmes à côté du bureau d'inscription. Le personnel se déplaçait entre la salle à manger et la cuisine pendant que Denise se tenait au centre de tout, donnant des instructions sans élever la voix. Une photo de ma mère encadrée d'or pendait dans le hall. Elle la montrait entourée d'enfants souriant sous les mots « 17 ans de service ». Elle avait bâti sa réputation sur le fait de prendre soin des gens. C'était l'une des raisons pour lesquelles personne ne l'a remise en question lorsqu'elle a dit que j'allais bien. Denise m'a repéré et a pointé du doigt un ordinateur portable sur la table d'inscription. « Tu es en retard. » J'avais 12 minutes d'avance. Maya se tenait derrière la table avec 2 plans de table et une expression qui me disait qu'on l'avait déjà blâmée pour les 2. J'ai placé mon sac à main sous la table et j'ai commencé à comparer les noms des donateurs. En 15 minutes, j'ai trouvé le problème. Une version plus ancienne de la liste des invités avait été envoyée à l'imprimante. C'était gênant, pas désastreux. Mais Denise tournait autour de nous comme si tout l'avenir du centre dépendait de la correction avant que quiconque n'arrive. Le représentant de la fondation Hamilton vient ce soir, a-t-elle dit. Tout doit être parfait. La fondation Hamilton envisageait le plus grand renouvellement de subventions du centre. Je le savais parce que j'avais passé plusieurs week-ends non payés à aider Denise à organiser les documents justificatifs. Je savais aussi que la perfection n'était pas une exigence de subvention. Des rapports précis l'étaient. Pendant que Maya imprimait la liste corrigée, j'ai remarqué une odeur de rassis dérivant de la direction de la cuisine. Elle était légère, mais elle m'a pris à la gorge. Est-ce que quelque chose brûle? Maya a regardé vers le couloir. Le personnel de cuisine a commencé tôt. Denise a répondu plus sèchement, c'est un vieux bâtiment, Lee. Ne commence pas à chercher des problèmes. Je n'avais rien commencé. J'avais posé une question. Pourtant, je me suis excusé. Ce réflexe était si automatique que je l'ai à peine remarqué alors. Un bénévole avait besoin de mon aide à l'entrée principale, alors je me suis éloigné de la table d'inscription. Je suis parti moins de 10 minutes. Quand je suis revenu, l'ordinateur portable était exactement là où je l'avais laissé. Les plans de table corrigés étaient empilés à côté, mais mon sac à main avait disparu. J'ai vérifié sous la table 2 fois. Puis j'ai regardé derrière les cartons d'inscription et j'ai demandé à Maya si elle l'avait déplacé. Ses yeux se sont tournés vers le bureau de notre mère. Avant qu'elle ne puisse répondre, Denise a appelé son nom depuis le hall. Maya s'est éloignée. Je suis resté là avec l'air rassis de la cuisine pesant sur ma poitrine, fixant le couloir menant au bureau verrouillé de ma mère. Et pour des raisons que je ne pouvais pas encore expliquer, Maya ne me regardait plus. J'ai attendu que Denise traverse le hall avant de suivre Maya vers la réserve. Où est mon sac? Maya continuait de trier les programmes imprimés. Maman l'a déplacé dans son bureau, je crois. Tu l'as vu le prendre. Maya a baissé la voix. Elle a dit que ça encombrait la table d'inscription.
Ma mère savait ce qu'il y avait à l'intérieur de ce sac à main. Elle m'avait vu vérifier mon inhalateur avant chaque voyage en famille depuis que j'étais adolescente. Tu peux déverrouiller son bureau? Je n'ai pas la clé. Denise est apparue avant que Maya ne puisse dire autre chose. Le représentant de Hamilton vient d'arriver, a-t-elle dit. Nous avons besoin de vous deux dans la salle à manger. J'ai besoin de mon sac. Il est en sécurité. Mes médicaments sont à l'intérieur. L'expression de ma mère s'est durcie. Tu allais parfaitement bien il y a 5 minutes. L'odeur de rassis provenant de la cuisine s'était renforcée, mais je m'excusais quand même de ralentir tout le monde. Denise a placé sa main entre mes omoplates et m'a dirigé vers la salle à manger. Pour quiconque regardait, cela aurait eu l'air affectueux. Traverse le dîner, chuchota-t-elle. Tu pourras récupérer tes affaires après. Cette phrase m'est restée. Non pas parce qu'elle semblait menaçante à ce moment-là, mais à cause de la normalité avec laquelle elle retombait. J'avais passé des années à traiter l'accès à mes propres besoins comme quelque chose que ma mère pouvait m'accorder ou me refuser. Le dîner des fondateurs a commencé à 18h. Plus d'une centaine d'invités ont rempli la salle. Denise se déplaçait entre les tables pour accepter les félicitations pendant que Maya gérait les bénévoles et que je corrigeais les dossiers de donateurs de dernière minute. Toutes les quelques minutes, quelqu'un ouvrait la porte de la cuisine et libérait une autre vague d'air surchauffé. J'ai demandé à un membre du personnel si les ventilateurs d'évacuation fonctionnaient. Ils n'arrêtent pas de se couper, a-t-elle dit. Madame Brox nous a dit de laisser la porte arrière ouverte. Quand j'en ai parlé à Denise, elle n'a pas arrêté de sourire. Le personnel de cuisine gère la situation. Et si la fumée atteint la salle à manger? C'est de la vapeur. Ça ne sent pas la vapeur. Elle a jeté un coup d'œil vers le représentant de la fondation Hamilton. S'il te plaît, ne fais pas ça ce soir. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Ne t'inquiète pas publiquement. N'aie besoin de rien de visible. Ne deviens pas le problème dont les gens se souviennent. Je suis retourné à la table d'inscription. Ma poitrine me semblait oppressée, mais je me suis dit que c'était probablement parce que j'étais anxieuse à cause de l'inhalateur manquant. Cette explication semblait raisonnable parce que c'était l'explication que Denise m'avait toujours donnée. À 13 ans, j'avais un jour appelé depuis l'infirmerie de l'école parce que je sifflais après le cours de gym. Elle avait dit à l'infirmière que je devenais dramatique quand je voulais éviter les activités difficiles. À 16 ans, j'avais eu du mal à respirer lors d'une réunion de famille. Denise m'avait fait m'asseoir dans la voiture jusqu'à ce que je me sois calmé parce qu'elle ne voulait pas que les proches me regardent. Des années plus tard, elle décrivait toujours ces incidents comme la preuve qu'elle me comprenait mieux que les médecins. La première alarme a retenti pendant le plat principal. Elle n'était pas forte au début, juste une pulsion électronique près du couloir de la cuisine. Plusieurs personnes ont levé les yeux, mais Denise a immédiatement fait signe aux musiciens de continuer. Une bénévole s'est précipitée vers elle. Il y a de la fumée près de la cuisine. Alors ouvrez les portes, a répondu Denise. Nous devrons peut-être évacuer la salle. Non. Découvrez d'abord ce qui s'est passé. La bénévole a hésité. L'autorité de Denise avait cet effet sur les gens. Une seconde alarme a rejoint la première. Les invités ont commencé à quitter leur siège et les membres du personnel ont ouvert les sorties latérales. Denise s'est dirigée vers le micro, essayant de garder tout le monde calme. Je me suis levé pour aider Maya à guider les gens dehors. La pièce a bougé autour de moi. J'ai attrapé sous la table d'inscription avant de me rappeler que mon sac avait disparu. J'ai regardé vers le bureau de Denise, mais le couloir se remplissait déjà de monde. Maya, ai-je appelé. Elle s'est retournée, a vu mon visage et est venue vers moi. Tu vas bien? Mon sac. Je vais chercher maman. Je n'ai pas besoin de maman. J'ai besoin de la clé. Maya s'est précipitée quand même. J'ai essayé de me diriger vers la sortie la plus proche, mais ma respiration est devenue plus courte. Je m'assis sur une chaise près du mur et me concentrai pour rester calme. C'était la partie la plus cruelle d'avoir été rejeté pendant des années. Même lors d'une véritable urgence, une partie de moi restait occupée à paraître raisonnable. Quelqu'un a demandé si j'avais besoin d'une ambulance. Avant que je ne puisse répondre, Denise est apparue. Elle fait de l'anxiété, leur a-t-elle dit. Donnez-lui de l'espace.
J'ai besoin de mon inhalateur. Tu dois te calmer. Il est dans ton bureau. Ses yeux ont glissé vers Maya. J'ai déplacé ton sac à main pour que personne ne trébuche dessus. Arrête de faire de cela toute une histoire. L'équipe de pompiers est arrivée à cause de l'alarme. Les paramédics les ont suivis dans la salle. C'est ainsi que je me suis retrouvé sur le sol avec Alina Ruiz évaluant ma respiration pendant que Denise essayait de contrôler la réponse. Vous savez déjà ce que ma mère a dit quand Alina a décidé que j'avais besoin d'oxygène. Ce qui a compté ensuite, c'est que le capitaine et il n'a pas permis à ces mots de devenir la vérité. Après avoir ordonné à Denise de s'écarter, il m'a demandé si je voulais des soins. J'ai hoché la tête. Cette seule réponse a suffi. Alina a placé le masque sur mon visage pendant que son coéquipier préparait le brancard. Le capitaine et il a maintenu l'espace autour de nous dégager. Denise se tenait à plusieurs mètres de là, les bras croisés. Le transport est-il vraiment nécessaire, a-t-elle demandé. Alina n'a pas détourné les yeux de moi. L'y a consenti. Ma fille réagit toujours de manière excessive quand les gens s'attroupent autour d'elle. Le capitaine et il s'est tourné vers elle. Votre fille reçoit des soins. Nous devons également discuter de l'alarme et de la cuisine. L'attention de Denise s'est déplacée immédiatement. Il n'y avait pas de feu. Nous documentons toujours l'intervention. Son visage a changé au mot « documentons ». Je l'ai remarqué même à travers la confusion. Elle a demandé si l'ambulance pouvait utiliser l'entrée arrière afin que les donateurs qui partaient ne la voient pas. Le capitaine et il a refusé de retarder notre sortie pour les apparences. En me déplaçant à travers le hall, je suis passé devant la photo encadrée d'or célébrant les années de service de Denise. Ma mère est restée en dessous. Elle n'est pas venue avec moi. À l'hôpital, un médecin a confirmé que l'exposition à la fumée avait déclenché une grave crise d'asthme. J'ai reçu des soins et je suis resté sous observation jusqu'à ce que ma respiration se soit stabilisée. L'explication médicale aurait dû m'apporter du soulagement. Au lieu de cela, je me suis sentie honteuse. C'était l'émotion que Denise avait attachée à chaque urgence. Pas la peur, pas la vulnérabilité, la honte. Maya m'a envoyé un message peu après minuit. Tu vas bien? J'ai répondu que je sortirais le matin. 3 points sont apparus, ont disparu et sont revenus. Maman a dit que les paramédics ont surréagi. J'ai fixé l'écran. Qu'en penses-tu, ai-je demandé. Maya n'a pas répondu. Denise est arrivée à mon appartement le lendemain après-midi avec de la soupe et un dossier du centre communautaire. Elle a posé les deux sur mon comptoir de cuisine comme si les soins et la paperasse appartenaient à la même catégorie. Tu as meilleure mine. Je vais mieux. Bien. Alors nous pouvons clarifier ce qui s'est passé. Elle a retiré une déclaration imprimée du dossier. Elle décrivait le gala comme un succès, en dehors d'une brève alarme causée par la fumée de cuisson. Mon nom n'apparaissait pas, mais un paragraphe faisait référence à une invitée qui avait éprouvé de l'anxiété pendant l'évacuation. Tu as appelé cela de l'anxiété. C'était une mise à jour publique, pas un rapport médical. Ça dit que la fumée était inoffensive. Elle l'était. Alors pourquoi les pompiers ont-ils répondu? L'alarme les a contactés automatiquement et la cuisine. Le personnel a géré. J'ai étudié son visage. Où est mon sac? Toujours au centre. Tu as verrouillé mes médicaments dans ton bureau. J'ai déplacé un risque de chute loin de l'entrée des donateurs. Je t'ai dit que j'en avais besoin. Tu me l'as dit après le début du programme. Comme si le moment de ma demande lui donnait le droit de la refuser. Elle s'est assise en face de moi et a adouci sa voix. Le représentant de la fondation Hamilton est parti pendant l'évacuation. Le conseil d'administration est inquiet. Si les gens commencent à suggérer que le bâtiment n'était pas sûr, la subvention pourrait être retardée. Tu t'inquiètes pour la subvention. Je m'inquiète pour le centre. Cette subvention soutient de vraies familles. Le message était clair. Si je disais la vérité, des enfants et des résidents âgés souffriraient. La décision de Denise deviendrait ma responsabilité. Le rapport des paramédics dira que j'avais besoin d'oxygène. Il dira que tu avais du mal à respirer. Cela ne prouve pas que le bâtiment l'a causé. Il y avait de la fumée dans la pièce. Tu étais anxieuse avant l'alarme. Non, Tu m'as appelé pour ton sac plusieurs fois.
Tu étais déjà contrarié. C'était là. La première tentative de réarranger la chronologie. Denise s'est penchée en avant. Si le conseil te demande, dis-leur que tes symptômes ont commencé avant le dîner. Dis que tu es devenue anxieuse après avoir réalisé que tu n'avais pas ton inhalateur. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est assez proche. J'avais passé ma carrière à rejeter des expressions comme « assez proche ». La conformité des subventions dépendait des détails, qui savait quoi, quand ils l'ont su et ce qu'ils ont fait ensuite. Un petit changement dans la chronologie pouvait transformer une négligence en accident. Denise le comprenait, elle m'avait vu monter ses dossiers de subvention. Je ne vais pas faire une fausse déclaration au conseil. Je ne t'ai pas demandé de mentir. Tu m'as demandé de dire quelque chose de faux. Son expression s'est durcie. Je t'ai demandé de ne pas détruire 17 ans de travail parce que tu as passé une mauvaise soirée. Elle a laissé la soupe. Elle a pris le dossier avec elle. Ce soir-là, j'ai demandé des copies de mes dossiers médicaux et d'intervention d'urgence. Pour la première fois, je voulais voir ce qui s'était passé sans que l'interprétation de ma mère y soit attachée. Le rapport des paramédics est arrivé en premier. Il enregistrait l'exposition à la fumée, la détresse respiratoire, l'administration d'oxygène, le transport et mon consentement aux soins. Il notait également qu'un membre de la famille avait tenté d'interférer en réclamant une autorité qu'elle ne possédait pas. Il n'appelait pas l'incident « anxiété ». Le rapport préliminaire du service des incendies est arrivé 2 jours plus tard. La majeure partie décrivait l'alarme, la zone de la cuisine et l'évacuation temporaire. Une ligne m'a arrêté, suivi requis concernant un avis correctif non résolu associé à la ventilation de la cuisine. Avis correctif non résolu. J'ai lu la phrase à plusieurs reprises. Puis j'ai appelé le bureau des archives du service des incendies et j'ai demandé comment demander le document de référence. L'employé a expliqué que les dossiers de sécurité de base des bâtiments étaient accessibles au public. J'ai soumis la demande cet après-midi-là. Avant que le dossier n'arrive, Denise a commencé à appeler. D'abord, elle a demandé si j'avais des nouvelles du conseil d'administration. Puis elle a demandé si les pompiers m'avaient contacté. Enfin, elle a demandé si j'avais demandé des documents du centre. Elle a essayé de rendre chaque question anodine. « De quoi as-tu peur que je trouve ?» ai-je demandé. Une pause a suivi. « De rien. »« Alors pourquoi vérifies-tu ?»« Parce que tu es en colère, Lee. » Les gens en colère comprennent mal les choses. Cette phrase a fait quelque chose que l'urgence elle-même n'avait pas fait. Elle m'a fait arrêter de défendre ma mémoire. Je te parlerai après avoir reçu les dossiers. Les dossiers n'expliquent pas le contexte. Tu auras alors l'occasion de l'expliquer. Elle a raccroché. L'avis correctif est arrivé le lendemain matin. Il avait été émis 19 jours avant le dîner des fondateurs. L'inspection identifiait des défaillances répétées dans le système d'évacuation de la cuisine et exigeait des réparations avant un autre grand événement traiteur. Au bas de la 2e page se trouvait une signature d'accusé de réception, Denise Brox, directrice générale. Ma mère n'avait pas été surprise par le problème de ventilation. Elle savait. L'expression du capitaine des pompiers avait changé parce qu'il voyait une véritable urgence dans un bâtiment déjà associé à un problème de sécurité non résolu. Le visage de Denise avait changé parce que la documentation pouvait relier ces deux faits. J'ai ouvert le dossier de soutien à la subvention que j'avais aidé à préparer des mois plus tôt. Les frais d'entretien apparaissaient dans le budget d'exploitation, mais la réparation de la ventilation prévue était absente. Les décorations d'événements, l'éclairage amélioré et le matériel promotionnel avaient tous reçu une approbation. J'ai appelé Maya. Maman a-t-elle parlé de l'avis de correction au conseil? Silence. Maya. Elle a dit que la cuisine avait besoin d'entretien. Ce n'est pas ce que je demande. Je n'assiste pas à chaque réunion du conseil. Tu coordonnes les événements traiteurs. Savais-tu que le système d'évacuation tombait toujours en panne? Je pensais que quelqu'un l'avait réparé. Qui t'a dit ça? Un autre silence. Maman a dit que c'était pris en charge. As-tu vu une équipe de réparation? Non. Où est mon sac à main? Je peux te l'apporter. Où est-il? Dans son bureau. Tu l'as vu hier. Est-ce que mon inhalateur est toujours à l'intérieur? Je n'ai pas ouvert le sac. Prends une photo avant de bouger quoi que ce soit.
La voix de Maya s'est tendue. Pourquoi? Parce que maman dit aux gens que je l'ai égaré. Elle ne dit pas ça. Elle a dit au conseil que je suis devenue anxieuse parce que j'avais oublié mes médicaments. Maya a expiré lentement. Je dois y aller. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, Denise appelait. Maya était allée directement la voir. Tu fais peur à ta sœur, a dit Denise. Je lui ai posé une question sur ma propriété. Tu es en train de transformer une soirée confuse en une enquête. Il y avait déjà une enquête. Tu as signé l'avis. Cette fois, elle n'a pas fait semblant d'ignorer. L'inspecteur nous a donné du temps. Le document dit que des réparations étaient nécessaires avant un autre grand événement traiteur. C'était une recommandation. Ça dit, action corrective requise. Tu ne comprends pas comment ces services écrivent. Ils font paraître tout urgent pour se protéger. Tu savais que le système échouait. Je savais qu'il avait besoin d'entretien et tu as quand même maintenu le dîner parce que l'annuler aurait coûté des milliers de dollars au centre. Son honnêteté n'a duré qu'une seconde, mais c'était suffisant. Elle avait fait un calcul. Réparer le système ou reporter l'événement coûterait de l'argent et menacerait la présentation de la subvention. Aller de l'avant placer le risque ailleurs, sur les invités, sur le personnel, sur moi. Pourquoi as-tu arrêté les paramédics? Je n'ai arrêté personne. Tu t'es interposé entre nous. Je pensais que tu paniquais. Alina a dit que j'avais besoin d'oxygène. Les paramédics sont formés pour être prudents. Le capitaine et il a dû t'ordonner de te pousser. La voix de ma mère a baissé. Tu aimes dire ça? J'ai failli rire, mais il n'y avait rien de drôle là-dedans. Tu penses que tout tourne autour de ton humiliation. Je pense que tu as toujours ressenti du ressentiment envers ce que le centre représente pour les gens. Cette accusation était tellement détachée de la réalité qu'elle m'a laissée silencieuse. J'y avais fait du bénévolat pendant des années. J'avais corrigé des budgets, assemblé des documents de subvention et répondu aux questions des donateurs sans rémunération. J'avais protégé le centre à plusieurs reprises. Mais la définition du soutien selon Denise n'avait jamais inclus le fait de ne pas être d'accord avec elle. Je vais envoyer l'avis au conseil d'administration, ai-je dit. Si tu fais cela avant de me parler, tu causeras des dégâts que tu ne pourras pas réparer. Les dégâts ont été faits avant que je ne trouve le document. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Non pas parce que je doutais du dossier, mais parce que je commençais à y croire. Denise est venue à mon appartement ce soir-là. Elle n'a pas apporté de soupe. Elle portait son ordinateur portable. J'ai rédigé quelque chose, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas invitée à entrer, mais elle s'est glissée devant moi et a posé l'ordinateur sur ma table à manger. Un email adressé au conseil d'administration du centre communautaire remplissait l'écran. Il était écrit en mon nom. La déclaration disait que j'avais éprouvé des difficultés respiratoires avant d'arriver au dîner des fondateurs. Elle disait que je m'étais sentie de plus en plus anxieuse après avoir réalisé que j'avais laissé mon inhalateur ailleurs. Elle disait que Denise avait tenté de me calmer et n'était jamais intervenue dans le traitement. Chaque phrase importante était fausse. Tu veux que j'envoie ça? Je veux que tu corriges le malentendu. Tu l'as écrit comme si je l'avais écrit. Pour te faire gagner du temps. J'ai fait défiler plus bas. La déclaration disait aussi, je ne crois pas que les conditions à l'intérieur du centre aient causé mes symptômes. Tu veux que je contredise le rapport médical? Le rapport médical dit que la fumée a pu contribuer. Il dit, exposition à la fumée. Lis, le conseil d'administration discute de ma suspension parce que tu as caché un avis de sécurité. Parce que tu leur as donné un document sans contexte. Tu l'as signé. J'ai signé des dizaines de choses. Elle se tenait en face de moi, attendant le vieux réflexe, l'excuse, le compromis, l'explication prudente. Au lieu de cela, j'ai fermé l'ordinateur portable. Non. Son visage est devenu immobile. Réfléchis bien. J'ai réfléchi. Tu pourrais détruire le centre. Le centre est un bâtiment et une organisation. Ce n'est pas toi. Elle a sursauté comme si j'avais frappé la seule croyance qu'elle ne pouvait pas défendre. J'ai donné ma vie à cet endroit. Et tu as décidé que cela te donnait le droit de risquer la vie de tous ceux qui s'y trouvaient. J'ai pris une décision éclairée.
Tu en as pris plusieurs. Tu as ignoré l'avis. Tu as maintenu l'événement. Tu as verrouillé mes médicaments. Tu as bloqué les paramédics. Maintenant, tu me demandes de mentir. J'ai déplacé un sac à main. Tu savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Tu portes toujours sur toi des médicaments dont tu as rarement besoin. Cette phrase répondait à une question que je n'avais pas posée. Elle savait. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'aie une crise. Peut-être croyait-elle que le dîner se terminerait avant que j'aie besoin de l'inhalateur. Mais quand j'ai demandé le sac, elle a compris exactement pourquoi. Et elle a quand même refusé. Ai-je dit. Je suis ta mère. C'est pour cela que ça fait mal. Denise a ramassé son ordinateur portable. À la porte, elle s'est retournée. Maya travaille au centre. Si le conseil me renvoie, ta sœur pourrait perdre son emploi. Rappelle-toi de cela avant de décider que tu es la seule victime. Après son départ, j'ai photographié le projet de déclaration à partir de l'historique d'écran qu'elle avait laissé ouvert. J'ai sauvegardé les messages dans lesquels elle m'avait demandé de changer la chronologie. Puis j'ai créé un dossier, rapport médical, rapport des pompiers, avis correctif, budget de la subvention, message, projet de déclaration. Ma vie professionnelle m'avait appris que les documents pouvaient révéler un schéma bien avant que les gens ne soient prêts à le nommer. Le schéma était désormais impossible à manquer. Maya est arrivée à mon appartement le lendemain matin avec mon sac à main à l'intérieur d'un sac de rangement transparent. Elle l'a posé sur la table sans s'asseoir. J'ai pris des photos avant de le toucher. Mon sac à main avait été coincé derrière 2 cartons de dossiers à l'intérieur du bureau verrouillé de Denise. L'inhalateur restait dans le compartiment avant, exactement là où je l'avais placé. Maya m'a montré des photos horodatées. Puis elle a ouvert les archives de sécurité du centre sur son téléphone. La caméra ne couvrait pas l'intérieur du bureau de Denise, mais elle montrait la table d'inscription et le couloir. À 16h47 cet après-midi-là, Denise a soulevé mon sac à main sous la table. Elle a regardé à l'intérieur. Puis elle l'a porté le long du couloir. À 16h49, elle est revenue sans lui. Je ne savais pas qu'elle avait regardé à l'intérieur, a chuchoté Maya. Mais tu l'as vu le déplacer. Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce qu'elle a dit qu'elle le mettait en sécurité. Je te l'ai demandé après sa disparition. Je sais. Et à l'hôpital. Je sais. Maya s'est enfin assise. Maman a dit que tu t'étais monté la tête. Elle a dit que si j'étais d'accord avec toi, cela rendrait tout pire. Pour qui? Elle a serré les lèvres. Pour elle. C'était la première réponse complètement honnête qu'elle m'avait donnée. Diras-tu au conseil ce que tu as vu? Ses yeux se sont remplis de peur. Elle signe mes fiches de paie. Ce n'est pas une réponse. Si elle est renvoyée, tout le monde dira que j'ai aidé à le faire. Tu n'as pas signé l'avis. Non, mais je travaillais là-bas. Je savais que la cuisine continuait d'avoir des problèmes. Savais-tu que des réparations étaient nécessaires avant le dîner? Non. Je jure que je la croyais. Mais croire que Maya ne savait pas tout n'effaçait pas ce qu'elle avait caché par la suite. Je soumets ces images. Elle a hoché la tête sans me regarder. Le confirmes-tu? J'ai besoin de temps. Denise ne nous a donné de temps ni à l'une ni à l'autre. Dès cet après-midi-là, des proches ont commencé à appeler. Une tante m'a dit que le centre communautaire servait des centaines de personnes qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Un cousin m'a demandé pourquoi j'essayais de punir ma mère parce qu'elle s'inquiétait pour moi. Puis un donateur m'a envoyé un message soigneusement formulé disant que Denise avait toujours parlé avec fierté de ses filles. Ma mère convertissait son service public en témoin de sa moralité. Aucune de ces personnes n'avait été sur le sol avec moi. Aucune n'avait lu l'avis. Aucune n'avait vu la fausse déclaration. J'ai arrêté de répondre aux appels. Au lieu de cela, j'ai envoyé au président du conseil d'administration un fichier organisé contenant chaque dossier que je pouvais vérifier. J'ai inclus un compte rendu écrit de l'urgence, la chronologie exacte, l'emplacement de mon sac à main et la demande de Denise que j'approuve une version différente. Je n'ai pas spéculé sur ses intentions. Je ne l'ai pas traité de cruel. J'ai laissé ses décisions apparaître dans leur ordre logique. Le conseil d'administration a accusé réception et a planifié une révision formelle.
Denise a reçu l'instruction de ne pas contacter les témoins potentiels au sujet de leur déclaration. Elle m'a appelé 7 minutes plus tard. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois de ma vie, laisser son téléphone sonner ne semblait pas irrespectueux. Cela semblait approprié. L'examen formel a eu lieu 9 jours plus tard dans une salle de réunion du centre communautaire. La cuisine était fermée depuis l'inspection de suivi du service des incendies. Les grands événements étaient suspendus jusqu'à ce que le système d'évacuation puisse être réparé. Denise s'est assise à une extrémité de la table avec son propre classeur. Je m'assis en face d'elle. Maya avait dit au conseil qu'elle ne savait pas si elle assisterait. Le capitaine Hale et Alina n'avaient pas besoin de faire partie de notre conflit familial. Leurs dossiers officiels disaient déjà ce qui importait, j'avais besoin de soins, j'avais consenti et Denise était intervenue. Le président du conseil a commencé par expliquer que l'examen concernait la sécurité des bâtiments, les obligations de divulgation, la conduite d'urgence et l'exactitude des communications de Denise après l'événement. Denise a immédiatement tenté de restreindre le sujet. Ma fille et moi sommes en désaccord sur un épisode médical. Le président du conseil l'a corrigé. L'épisode médical est documenté. Notre préoccupation est de savoir comment l'organisation a répondu. Pendant des années, Denise avait contrôlé les conversations en décidant de quoi elle traitait. Ce matin-là, quelqu'un d'autre tenait l'ordre du jour. Elle a affirmé que l'avis de correction laissait un délai raisonnable pour les réparations. Un membre du conseil a pointé du doigt la ligne interdisant une autre grande fonction traiteur avant une action corrective. Denise a dit qu'elle croyait que des mesures temporaires étaient suffisantes. Un membre du conseil a demandé qui avait approuvé ces mesures. Elle n'a pas pu fournir de nom. Le devis de réparation est apparu ensuite. Il avait été reçu 3 jours après l'avis. Denise l'avait reporté sans porter la décision devant l'ensemble du conseil. Elle a expliqué que le centre ne pouvait pas se permettre à la fois la réparation et le dîner des fondateurs. Le responsable financier du conseil a ouvert le grand livre de l'événement, décoration, présentoir promotionnel, éclairage amélioré et cadeaux aux donateurs avaient coûté plus cher que le devis de réparation. Denise a changé d'angle à nouveau. Le dîner a protégé le renouvellement de notre subvention. Sans ce financement, le centre aurait fait face à des licenciements. Le président du conseil l'a regardé. La fondation Hamilton a-t-elle été informée de l'avis de sécurité non résolu? Non. L'étions-nous? J'ai mentionné le problème d'entretien. Avez-vous fourni l'avis? Non. Pourquoi pas? Denise a regardé vers moi. Parce que je ne pensais pas que cela représentait un danger immédiat. Le rapport médical a été placé à côté de l'avis. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Puis Denise a commencé à décrire mon histoire. Elle a dit que j'avais de l'anxiété depuis l'enfance. Elle a dit que je confondais fréquemment le stress émotionnel avec l'asthme. Elle a dit qu'elle avait déplacé mon sac à main parce qu'il me gênait dans la zone d'inscription et n'avait aucune raison de croire que j'en aurais besoin. J'ai écouté jusqu'à ce qu'elle ait fini. Puis le président du conseil a demandé mon compte rendu. Mes notes étaient disposées devant moi, mais mes mains tremblaient encore. Le fait d'être cru par des documents n'effaçait pas 32 ans d'apprentissage à douter de moi-même. J'ai commencé par les faits. J'avais vérifié mes médicaments avant de quitter la maison. J'avais placé mon sac à main sous la table d'inscription. Denise l'avait déplacé dans son bureau verrouillé. Je l'avais demandé avant le dîner et encore après l'alarme. Elle en avait refusé l'accès immédiat. Quand les paramédics m'avaient évalué, Denise avait tenté d'arrêter le traitement. Ensuite, elle m'avait demandé de changer la chronologie et de nier que les conditions du bâtiment y aient contribué. Denise m'a interrompu. Je t'ai demandé de fournir le contexte. Le président du conseil lui a dit qu'elle aurait une autre occasion de répondre. J'ai ouvert le projet de déclaration. Les métadonnées montraient qu'il avait été créé sur l'ordinateur portable de Denise. Le texte contredisait les rapports médicaux et d'incendie. Un membre du conseil a lu la section affirmant que mes symptômes avaient commencé avant mon arrivée. Est-ce exact, m'a-t-elle demandé. Non. Avez-vous autorisé Madame Brox à écrire cela en votre nom? Non. Denise a dit que c'était un premier projet. Puis les images de sécurité ont été diffusées. La zone d'inscription est apparue sur l'écran de la salle de réunion. Ma mère a traversé le cadre, s'est penchée sous la table, a soulevé mon sac à main,
l'a ouvert et l'a porté vers son bureau. Quand la vidéo s'est terminée, Denise a parlé rapidement. Le contenu n'était pas visible. J'ai pris mon inhalateur dans mon sac à main et je l'ai placé sur la table. Il était dans le compartiment avant. Elle savait que c'était là que je le gardais. C'est une supposition, a dit Denise. La porte derrière nous s'est ouverte. Maya est entrée. Elle avait l'air pâle, mais elle s'est dirigée vers la chaise vide à côté de moi. Le président du conseil lui a rappelé qu'on s'attendait à ce qu'elle fournisse un compte-rendu exact. Maya a hoché la tête. Elle a confirmé avoir vu Denise déplacer le sac à main. Elle a confirmé que j'avais demandé où il se trouvait. Elle a confirmé que Denise avait dit que je n'avais besoin de rien avant la fin du dîner. Puis elle a décrit ce qui s'était passé après le départ de l'ambulance. Denise avait ordonné aux membres du personnel d'appeler l'événement une « évacuation réussie ». Elle avait dit à Maya de ne pas mentionner que j'avais demandé mes médicaments. Le lendemain matin, elle avait demandé à Maya de vérifier si les images du couloir pouvaient être supprimées dans le cadre du nettoyage de stockage de routine. Je me suis tourné vers ma sœur. Elle ne m'avait jamais raconté cette partie. Denise l'a fixée. Tu m'as mal comprise. La voix de Maya a tremblé. Tu as dit que garder des images inutiles créait de la confusion. C'est la gestion standard des données. Tu as posé des questions sur cette caméra en particulier. La pièce est devenue totalement silencieuse. Maya a continué. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'avais peur de perdre mon emploi. Le visage de Denise a changé, pas de regret, mais de l'incrédulité face au fait que Maya soit sortie du rôle qui lui avait été assigné. Vous faites toutes les deux cela parce que vous avez toujours éprouvé du ressentiment envers mon travail. Cette phrase a mis fin à l'incertitude qui subsistait. Même avec l'avis, les rapports, le projet de déclaration, les images et les témoignages disposés devant elle, Denise ne pouvait imaginer que la trahison envers elle-même. Elle ne pouvait pas reconnaître ce qu'elle nous avait fait. Le conseil d'administration est entré en session à huis clos. Nous avons attendu dans le hall sous la photo encadrée de Denise. Maya s'est assise à plusieurs chaises de moi. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je croyais qu'elle le pensait, mais des excuses ne pouvaient pas restaurer instantanément la confiance que son silence avait endommagée. Je sais, c'était tout ce que je pouvais honnêtement lui donner alors. 35 minutes plus tard, le conseil d'administration nous a rappelé. Denise a été suspendue immédiatement en attendant la fin de l'examen de gouvernance. Il lui a été interdit d'accéder au dossier de l'organisation ou de diriger les employés pendant cette période. Un administrateur intérimaire superviserait les réparations, la communication du personnel et la divulgation de la subvention. Denise n'a pas regardé le conseil lorsque la décision a été lue. Elle m'a regardé. Tu as eu ce que tu voulais. Pour une fois, je ne me suis pas expliqué. La suspension n'était pas ce que je voulais. De l'oxygène à temps aurait suffi. L'examen final a duré 2 semaines de plus. Il a confirmé que Denise avait dissimulé l'avis de correction, avait poursuivi le dîner malgré la restriction, n'avait pas obtenu l'approbation du conseil pour reporter les réparations, était intervenue pendant l'urgence et avait tenté d'influencer les comptes rendus des témoins par la suite. Le conseil d'administration l'a révoquée de son poste de directrice générale. La décision n'a pas été théâtrale. Il n'y avait pas de police qui attendait dehors et pas de foule qui applaudissait dans le couloir. Il y a eu une lettre officielle, un transfert d'autorité et le retrait silencieux de ses identifiants d'accès. Ces procédures ordinaires ont mis fin à 17 ans de contrôle. La Fondation Hamilton a retardé sa décision, mais n'a pas abandonné le centre. Le financement a été réexaminé après que la nouvelle direction a divulgué l'incident, approuvé les réparations et adopté des procédures d'urgence écrites. Le centre a temporairement annulé les grands événements. Le système de ventilation de la cuisine a été remplacé. Le personnel a reçu des instructions claires selon lesquelles les décisions médicales appartiennent à la personne qui reçoit les soins et aux secouristes qualifiés, pas aux superviseurs, aux parents, aux donateurs ou aux directeurs généraux. Le bâtiment a survécu au départ de Denise. Ce fait lui a fait plus de mal que tout le reste. Elle avait passé des années à insister sur le fait qu'elle et le centre étaient la même chose. Lorsque ces programmes ont continué sans elle, la croyance qui la faisait se sentir indispensable s'est finalement effondrée. Maya a démissionné de son poste pendant l'examen. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un emploi qui ne soit pas lié à l'approbation de notre mère. Nous ne sommes pas redevenus proches du jour au lendemain.
La confiance est revenue par de plus petites actions. Elle a arrêté de me demander d'adoucir mes limites. Elle a corrigé les proches qui répétaient la version de Denise. Quand elle ne savait pas quelque chose, elle l'admettait au lieu de choisir la réponse qui créait le moins de conflits. Des mois plus tard, nous pouvions nous asseoir ensemble sans prétendre que l'examen avait tout réglé. Denise est restée sur la défensive. Son premier message après son renvoi par le conseil faisait 3 paragraphes. Elle a écrit sur le sacrifice, l'humiliation et les années qu'elle avait données à la communauté. Elle n'a pas mentionné la vie de ventilation. Elle n'a pas mentionné mon sac à main. Elle n'a pas mentionné les paramédics. J'ai répondu une fois. Je lui ai dit que je ne discuterais pas de réconciliation tant qu'elle ne pourrait pas reconnaître ses décisions spécifiques sans me blâmer, moi, Maya, le conseil d'administration ou le service des incendies. Elle a répondu qu'elle n'accepterait pas de conditions de sa propre fille. Alors, j'ai arrêté de répondre. J'ai mis fin à mon travail bénévole pour le centre communautaire. J'ai demandé à l'organisation de retirer mon nom de chaque dossier de subvention pour lequel je n'avais plus de responsabilité. J'ai également mis à jour mes informations médicales et remplacé Denise comme contact d'urgence. Ce changement a pris moins de 5 minutes. Émotionnellement, cela a pris 32 ans. Pendant longtemps, j'avais cru que la confiance en soi ressemblerait à quelque chose de puissant. Au lieu de cela, c'était silencieux. Ce n'était pas gagner des arguments. Ce n'était pas convaincre chaque parent. Ce n'était pas forcer ma mère à s'excuser. C'était regarder ce qui s'était passé, le reconnaître clairement et refuser de négocier avec quelqu'un déterminé à le rebaptiser. Le centre communautaire a rouvert sa cuisine après avoir passé l'inspection. Lors du premier grand événement sous sa nouvelle direction, les sorties sont restées dégagées, la ventilation a fonctionné et le personnel a traité les procédures d'alarme comme une protection plutôt que comme une gêne. Denise n'y a pas assisté. Je n'avais pas besoin de son absence pour apprécier le fait que les gens étaient plus en sécurité. Un lundi matin ordinaire, plusieurs mois après l'examen, je me suis préparé à partir travailler. Mes clés étaient sur la petite table près de ma porte. À côté d'elle se trouvait mon inhalateur. Pendant des années, je l'avais gardé caché à l'intérieur d'un compartiment zippé parce que Denise m'avait appris que des besoins visibles rendaient les autres inconfortables. Ce matin-là, je ne l'ai pas caché. Je l'ai pris, je l'ai placé là où je pouvais l'atteindre facilement et je suis sorti sans m'excuser. Pour la première fois, avoir de l'air n'était pas quelque chose qu'une autre personne devait me donner. Cela m'appartenait.